Bonjour les spéléos, Swazik, votre guide spéléo. Je suis absolument ravie de vous accueillir pour une nouvelle interview. Et alors, comme on voyage beaucoup ces derniers temps, je me suis dit que ce serait bien de sauter un petit peu les frontières et d'aller carrément au-delà de l'océan. Et on se retrouve aujourd'hui avec une femme lumineuse. Je sais qu'elle n'aime pas quand je dis ça parce qu'elle a trop d'humilité, elle a du mal à l'entendre, mais moi je la trouve lumineuse et fantastique. Martine Beaulieu. Et Martine, elle a un accent fantastique puisqu'elle nous vient du Canada. Bonjour Martine, bienvenue. Bonjour Swazik, bonjour, quel plaisir. Ah oui, comment vas-tu Martine? Ah, je vais vraiment bien, très bien. Ouais, Oui, Martine, tu connais un petit peu l'objectif de ces interviews. On va parler avec toi de cette perte de boussole. Tu vas nous expliquer ce qui s'est passé pour toi. Et puis, on va orienter un peu notre sujet après sur la notion de résilience, une notion qui est importante pour toi et je pense qui est fondamentale justement quand on est dans ces mm, moments où on perd sa boussole. Donc, on va revenir dessus. Mais avant de démarrer, justement, j'aimerais que tu présentes qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, ben voilà, au Québec. Donc tu vis à Montréal, c'est ça? oui, je vis à Ouais. Montréal. Alors, je vis à Montréal seulement depuis 4 ans, parce qu'auparavant, j'étais à la belle ville de Québec, D'accord. donc pendant près de 40 ans, mais je suis native d'une toute petite campagne de plus de 1200 âmes lorsque j'y étais, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu moins que ça, plus au sud de Québec. Alors, bien écoute, moi, je suis une passionnée du changement, de la transformation. J'ai le grand privilège et je dirais le bonheur d'accompagner des leaders depuis maintenant plus de 15 ans. Je débute ma 16e année. Alors, ben oui, c'est un privilège parce que ces gens-là ont le goût d'avancer, ont le goût de transformer leur façon de faire, leur façon d'être, leur façon de penser. Et pour moi, ben, nager là-dedans, c'est comme un bonheur constant. Donc, je fais ça auprès d'organisations publiques, parapubliques, privées, de grandes organisations, mais de moyennes et de plus petites organisations. Mais autrement dit, c'est l'humain que j'accompagne, là, c'est vraiment la personne. C'est la personne. Et on va voir au cours de cette interview justement ce qui vibre Oui, en cette personne que tu es, Martine. oui, Hein. Est-ce que tu peux, alors on va démarrer, aller tout de go pour savoir exactement, toi, à quel moment et qu'est-ce qui te parle quand je te dis perdre sa boussole, ça te ramène à quoi en fait? oui, écoute, quand tu m'as proposé cet entretien, je me suis dit, oh my God, ça me ramène dans le temps à des choses que j'ai pas tant parlé. Je suis dans beaucoup de projets d'écriture et j'ai envie un petit peu plus de me révéler, mais je suis assez délicate là-dessus parce que je trouve que les parcours des autres m'intéressent toujours plus que le mien. Mais là, ce à quoi je pense principalement, je dirais, dans les années 98, là, je te dirais une année charnière, 98-99, chef d'entreprise, avec une équipe d'employés à gérer, contrat incroyable avec le gouvernement pour un projet de formation avec mon entreprise, donc au ministère de l'Éducation, ou déjà là pour une commission scolaire, dis-je, où j'avais à diriger une équipe d'enseignants, où j'étais moi-même enseignante. Euh, donc, c'était pas assez, hein, je faisais du bénévolat pour les femmes qui avaient besoin de si tu veux, d'attributs de leaders, d'entrepreneurs pour les aider à augmenter l'estime d'elles-mêmes et travailler sur elles. Donc, ça, c'était là. Et des cours à l'université, parce qu'il fallait que j'étudie, puis je prenne des cours à l'université à travers ça. Donc, Tu avais ça, tu avais cette triple vie presque. Sans compter, j'imagine, une vie personnelle aussi qui était là. et la vie personnelle où j'étais vraiment très présente aussi à la maison, malgré tout ce que je viens de nommer, parce que pour moi, il fallait que je sois partout sur tous les fronts. Donc, la superwoman. Et avec ça, ben, ce qu'il faut que je te dise, c'est que j'avais 2 enfants, 2 filles. Ah oui, en plus. Donc, j'avais eu une première fille en 88, Catherine, et en 93, la deuxième, Laurence. Ce qui arrivait à ce moment-là, qui a précédé un petit ça, qui était, je dirais, dans les années 96, 2 ans avant 98, j'ai failli perdre mes 2 filles. D'accord. Alors, une, on l'a échappée belle d'une péritonite aiguë, 2 heures à peine. Et j'étais enceinte de Laurence, la deuxième. Et j'ai accouché, on allait me dire que j'allais accoucher prématurée, donc on m'a hospitalisée. C'était toute une histoire aussi. Alors,
2 ans plus tard, le 98, où j'ai senti que je perdais vraiment ma boussole parce que c'était pas assez ce qui venait de m'arriver, tu sais. C'était pas assez. C'était plus tard que je me suis rendu compte que là, ça allait plus. Mais vraiment plus. Ouais, qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là, en fait? Euh, Bien honnêtement, ce qui a fait que ça allait plus, c'est que mon corps ne suivait plus. Moi, étant très résiliente, je me disais, ah, tant que le corps suit, ça va, il n'y a rien qui va lâcher. Tant que le psychologique aussi est là, même si tu es fatigué, continue, ça va y aller. Mais là, j'arrivais à 4-5 heures, 5 heures, 6 heures le soir, il fallait que je me couche. Mmh. J'étais trop fatiguée, il fallait que je m'en aille en dessous de mes couvertes. Et là, tout à coup, le matin, j'étais debout très tôt pour aller faire mes tâches d'enseignement, diriger mes équipes. Mais j'avais comme si toutes ces larmes qui me coulaient sur les yeux, puis de fatigue extrême. Et mon médecin savait que je n'aurais pas accepté un retrait. Donc, j'ai pas accepté de retrait. Je ne l'ai pas pris. On me disait, oui, mais Martine, tu es en phase d'épuisement professionnel, tu sais. Oh, OK. D'accord, merci. Au revoir. Alors, j'ai quitté 2 fois le cabinet du médecin de cette façon. Et à un certain moment donné, j'ai eu des messages très grands, très forts qui me disaient, oups, des rêves. Hein? Moi, je fais des rêves, et un rêve incroyable qui m'a amené à voir que j'allais dans le précipice. Et j'y allais d'aplomb. Ouais. Alors, j'ai pris une décision à ce moment-là parce que mon corps ne suivait vraiment plus du tout. Ouais, la décision a été de conserver tout ce qui était là, mais en déléguant tout ce que je pouvais déléguer. Et moi, à apparaître juste au moment où ça me plaisait, auprès des équipes, à donner finalement, à me donner tout à moi et le minimum à l'extérieur pour me restaurer. Et ça m'a pris plus de 2 ans, 3 ans pour revenir dans une énergie que je connaissais de moi. Et même d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'imagine que quand tu joues là où Superwoman comme ça en permanence sur tous les plans, tu fais pas du jour au lendemain, tu te mets pas du jour au lendemain à déléguer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, justement, par rapport ne serait-ce qu'à l'image que tu te renvoies à ce moment-là, par rapport à l'image que tu t'es créée et par rapport à ce que tu vois de toi à ce moment-là, il se passe quoi? Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on doit modifier dans ce qu'on est et dans ce qu'on voit de soi pour pouvoir réussir à faire ça? Mais je vais te dire que je suis en train d'oublier quelque chose de majeur. Ta question est importante. J'ai fait des crises de vertige aigus de 6 ans jusqu'à passer 50 ans. Ouais. Alors, j'étais alitée, je voyais plus clair. J'ai fait des migraines incroyables et j'avais plus le choix de faire autre chose que de changer quelque chose dans ma vie parce que j'étais alitée complètement, donc incapable de fonctionner. Alors, des crises de ménière, de vertiges aigus, et j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Et quand mon corps se ramenait, mon cerveau, tu sais, quand on fait du sport, puis nos muscles sont fatigués on les a un petit peu poussés, qu'est-ce que ça fait? On a 2-3 jours où notre muscle, on le sent, hein, la douleur dans notre corps. Moi, je sentais mon cerveau en train de se remettre d'une gymnastique incroyable qu'il avait fait pour tenir debout, pour essayer de contrôler, hein, c'est le contrôle, contrôler sa vie, contrôler tout. Et je ne sais pas comment j'ai pu faire pour m'en sortir, mais j'ai été vraiment jusqu'au bout de ça et c'était l'horreur. Pour même avoir presque envie, aujourd'hui je le dis, c'est tellement pénible, ces crises de vertige rotatoire et tout ça, que tu préfères ne plus être là. Tu préférerais ne plus être là. Et qu'est-ce qui cherchait à cacher justement ce cerveau-là à ce moment-là? Oh, c'était tout un travail, ça, chez moi. C'était un travail d'une vie. Ce que j'ai compris, moi, dans mes dernières années, où c'est assez récent quand même, Swazik, c'est que je me refusais d'être totalement moi. Et pour correspondre à des idéaux qui sont plus de l'extérieur ou à des modèles qui viennent de l'extérieur. Et plus je tentais de répondre à ce modèle de l'extérieur, qui pour moi est un modèle de perfection.
Je viens de parents, d'une mère d'une perfection incroyable. Donc, je visais un modèle de perfection absolue. Je visais l'absolu. Donc, j'étais pas dans le monde présent, j'étais dans le futur. J'étais dans le futur. Voilà. J'étais dans un futur désiré, dans des illusions, dans des construits qui un jour allaient être quelque chose d'extraordinaire. Mais au fond, j'étais pas connectée. Alors, J'étais pas connectée à l'intérieur de moi, bien que je paraissais d'une femme très, très, très connectée. C'est ce que les gens pensaient de moi, mais moi, non. Non, j'étais pas connectée. et c'était quoi cette connexion que tu t'autorisais pas à faire? Qu'est-ce que tu avais peur peut-être de révéler de toi, de montrer de toi Mm. en Ouais. tout ça en place? C'est, hmm. Oui, on en cache beaucoup de soi pour pas être vu, ce qu'on est, c'est clair, c'est clair, clair. C'est parce que là, je me ramène là, en 2000, hein, ça fait déjà 20 ans, et je suis là, hein, ça me fait drôle. C'est pour ça que tu me vois un petit peu, pas à chercher, mais à juste m'imprégner de comment je me sentais dans. C'était quoi qu'il y avait à cacher? Oh, mais j'avais tellement peur de manquer. J'avais tellement peur de manquer, puis de pas être à la hauteur, de pas être parfaite comme ce que je voulais refléter à l'extérieur de moi. C'est une dissonance entre l'être et le paraître, entre l'être et le faire. C'est incroyable parce que c'est le fun d'avoir de la distance. Hein? C'est intéressant de faire cet exercice-là, je trouve. Mais définitivement, j'étais coincée dans mon paraître, prise dans... Oui, ouais, ouais, ouais. Donc là, c'était ta première perte de boussole. C'était donc le première, j'aimerais envie de dire, bifurcation. Elle s'est faite en 98, Oui, mais c'était pas la seule. non, Qu'est-ce qui s'est passé? non. Bon, alors ça, c'était un moment où il y a une décision importante à prendre. C'est la dissolution du couple, donc en 2008, où j'ai actualisé, après 23 ans de vie avec le père de mes filles, l'idée que il me fallait aller à un plus grand bonheur de vie, quoi, à qui je suis vraiment. Donc, cette perte de boussole a été longue. C'était long je dirais, à aller chercher tout ce qu'il y avait là-dedans, aller cueillir tous les fruits qu'il y avait dans ça, parce que choc de valeur, hein. Tu sais, tu brises la famille, tu te vois responsable de quelque chose. Euh, ou dans ton idéal, encore une fois, c'est ben non, tu sais, tout est parfait, la famille est parfaite, le conjoint est parfait, la maison, l'endroit, écoute, tout était parfait. Tout était vraiment parfait, parfait, parfait. Et moi, je venais en démontrant mon désir d'aller vers un plus grand bonheur pour moi, ben je brisais tout. Mm. Alors, c'était une perte de boussole de repères incroyable. Et c'était long avant que je retrouve mes repères parce que j'avais fonctionné quand même plusieurs années. Hein, quand tu vis longtemps avec une personne, où est-ce que tu as le sentiment que ta ligne est droite? Mm. Hein, puis je le dis encore, il revient ce mot-là. Tout était parfait. Mm. Oui, le plan est toujours parfait, mais il y avait quelque chose qui m'amenait à aller voir une autre part, si tu veux, de l'imperfection dans la perfection. Donc, un désir vraiment d'expression dans tout ce que je suis, dans tout l'être, la femme que j'étais, puisqu'il y avait une part de moi qui n'était pas totalement présente. Donc, tu avais commencé finalement en 98 à, comme tu dis, à travailler sur, à briser un petit peu, tu sais, un peu comme une espèce de masque où, tu vois, qui commence à s'enlever, on commence à enlever un bout, et puis finalement, en enlevant un bout, on se dit qu'on se rend compte que le reste ne peut plus tenir tel que c'est, en fait. Oui. Est-ce que c'est ça aussi, là, ce que ça t'a révélé je veux dire, le couple était un des éléments que tu avais mis en place pour pouvoir répondre à cette image que tu essayais d'avoir. Et là, d'un coup, en étant toi-même et pleinement authentique, le couple ne collait plus non plus. C'est-à-dire, c'était le couple, c'était la relation, c'était quoi en fait? C'était le couple, la relation, oui. L'idéal du couple, je voyais plus le partage du couple de la même façon. Il y a quelque chose qui, c'est,
Et en quelque part, c'est parce que je pense que je me voyais freiner dans ma propre évolution de femme, hein, c'est clair. Bien sûr, c'était mon construit à ce moment-là, mais c'était aussi un désir d'éclosion. Ouais. D'éclosion. Avec le recul, je me dis, bon, est-ce qu'on ferait la même chose? Mais on ne referait pas le passé. Je suis ici maintenant aujourd'hui. Mais oui, il y avait un désir d'éclosion, il y avait un désir de liberté, de marcher quelque chose et surtout de découvrir comment je pouvais m'exprimer autrement et différemment. Et mais au cœur de ça, c'était plus un besoin d'autonomie profond, de pleine autonomie. J'ai toujours eu ce désir fort depuis que je suis toute petite, moi, à ne pas avoir besoin des autres. C'est été un piège. Et je suis allée vers ma pleine autonomie aussi. Ça a marché. Ouais. Ce qui s'est passé, oui. J'avais besoin de ça pour être la femme que je suis aujourd'hui. Et donc ça, c'était la deuxième Oui. étape seule. Et tu disais que 10 ans plus tard, il y a encore eu un moment vraiment majeur dans ta vie. Oui. Oui, c'est plus récent. C'est drôle, hein? 98, 2008 et 2018. À l'été 2018, une grande amie à moi, elle est partie d'un cancer, elle aussi. Elle aussi, je dis bien, parce que c'était la 14e personne que je perdais près de moi. Donc, 7 dans ma famille immédiate et des gens très, très, très près de moi, employés, clients, couple d'amis, tout ça. Et Sylvie, cette femme au cœur d'or, nous avions tissé un lien particulier ensemble, elle et moi. Ça faisait déjà plus de 10 ans que nous nous connaissions. Nous avions marché le chemin des Incas au Pérou ensemble pour le cancer, justement. Elle était à sa première émission à ce moment-là. Et son départ est arrivé en même temps aussi où je caressais un désir profond d'un projet professionnel qui a abouti et que j'avais mis en œuvre dans l'année qui avait précédé. Donc, ça coïncidait en même temps où c'est drôle. Je vivais un postpartum d'un projet qui avait mûri pendant presque 10 ans aussi, qui avait abouti, et la perte d'une amie très proche, d'une femme extraordinaire. Et là, ça a créé chez moi, ça n'a pas duré longtemps, mais Swazik, je pense pas m'être amené à un effondrement aussi important dans ma vie. Pourtant, j'ai eu beaucoup d'effondrements. Ou encore, ça me rappelle d'autres effondrements, mais je me suis sentie effondrée. J'ai senti que toutes mes structures lâchaient en dedans de moi. Et par chance que ça n'a pas duré trop longtemps, parce que même mes filles me disaient, mais ils se demandaient ce qui se passait, comment ils ne me reconnaissaient pas. Ça a duré à peine cet été-là. Elle est partie en juillet, donc ça a duré juillet, août, 2 mois. Parce qu'avec l'expérience, on se ramène, on est résilient, puis ça s'est fait. Mais c'était vraiment profond comme effondrement. Qu'est-ce que ça a encore parce que là, on se dit, quand on a vécu, voilà, à 10 ans d'intervalle à chaque fois, des moments puissants de perte où on s'est reconstruit, on repart, où on a fait un petit peu le ménage, on se dit, qu'est-ce qu'on a encore, en fait, à découvrir dans des moments comme ça, en fait? Ouais. Les personnes qui sont parties m'ont tous laissé un message important. Quand j'ai été la voir, parce que j'accompagne des gens jusqu'à la mort, je suis capable d'être là jusqu'à la fin. M'est arrivé, comme je te l'avais déjà raconté, je chante quand les gens partent, donc je suis là. Et je lui avais chanté, elle aussi, une chanson. Puis moi, je parle comme ça, comme je te parle là, aux gens qui partent. Je leur parle pas, je reste naturelle. Je dis, Sylvie, c'est elle qui a mis sa main sur ma main à l'hôpital, quand je suis allée la voir à la fin. Et je trouvais ça chouette qu'elle fasse ça, tu sais, puis on se regardait. Je dis là, Sylvie, ce que tu es en train de me dire, là, Martine, c'est marche par en avant. Continue vers l'avant. C'est ça que tu es en train de me dire et de la voir, me regarder. Elle me dit oui.
Là, j'ai un gros frisson en même temps que je te le raconte. Ouais, moi aussi, je le sens, ce frisson. Oh! Il y a une émotion qui monte aussi, là. Et là, ça a fait, OK, just too bad. Donc, c'est de me ramasser tous mes morceaux parce que là, c'était une autre fois où j'ai l'impression que je revis ça, cet effondrement-là. Mais est-ce que je suis obligée de faire de ma vie, encore une fois, ça pour apprendre? Non! Alors, c'est à partir de ce moment-là où je te dirais que j'ai décidé que ce serait plus mon apprentissage et que une fois pour toutes, ça y était, que j'allais marcher avec l'entièreté de la femme que je suis et que j'avais commencé mon leg, mais mon leg est débuté encore, plus récemment encore, j'ai débuté des choses. Donc, Noé, on ne revient plus en arrière. Et c'est grâce à elle qui est partie, qui m'a dit, regarde vers l'avant. Alors, je te dirais que depuis, ça fait 2 ans cet été, donc on est très près, hein, on est en septembre, on est à peu près. Et depuis, je marche qu'avec ma lumière. Je ne fonctionne qu'avec ce que j'ai de plus grand et de plus beau à offrir dans le meilleur de ma conscience du moment où je suis avec mes imperfections. Et avec... Là, c'est wow, amène-en des imperfections, je les aime. C'est comme si elle t'avait donné finalement une autorisation qui te oui, manquait oui. pour faire ça. Ouais. Oui, parce qu'on avait vraiment partage. En fait, j'ai pas pu faire ça souvent dans ma vie, mais c'est une femme que j'ai accompagnée de présidente à Battante. Elle m'a choisi pour aller l'accompagner chez elle. Elle avait plus un cheveu sur la tête à sa première émission, deuxième rémission, troisième rémission, quatrième rémission. Elle a eu 5 rémissions. Et elle me faisait tellement confiance et moi, je me sentais tellement bien dans mon rôle que j'ai été son accompagnatrice aussi sur plusieurs plans. Et exceptionnellement, le voyage au Pérou, il y a eu quelque chose là où ça ferait l'objet d'une rencontre juste pour raconter ce qui s'est passé, mais c'est quand même beaucoup d'intimité, mais c'était un événement marquant pour moi de l'accompagner parce qu'elle n'était pas apte à marcher ce chemin. Et j'étais là pour l'accompagner aussi. Alors, ce qui a fait on est devenus amis après avoir terminé les processus de coaching. Et elle m'a appris beaucoup, elle m'a laissé beaucoup. On s'est offert beaucoup de belles choses. Bel effet miroir, en tout cas, visiblement. Oui, une femme, oui. On a évoqué tout à l'heure, en début d'interview, justement, cette notion de résilience. Donc, je pense que c'est une notion qui est importante pour toi. Quelle part ça a, toi, justement, dans ce cheminement? Qu'est-ce que c'est pour toi déjà la résilience? Et toi, qu'est-ce que ça... Comment tu t'en es servi? Comment tu l'as utilisée? Est-ce que tu l'as comprise tout de suite? Comment tu as transformé en fait tous ces moments et ces moments douloureux que tu as traversés, que tu évoquais tout à l'heure? Ben d'abord, la résilience, pour répondre à ta première question, moi, j'ai toujours vu ça comme étant la capacité de rebondir, hein, d'aller au-delà de ce qui nous arrive et d'aller chercher l'opportunité, le cadeau qu'il y a derrière l'épreuve, l'obstacle et tout ça. Et ensuite, de remettre ça dans sa vie, dans cette expérience, puis d'avancer pour justement se mettre des racines en dessous des pieds, pour avoir plus de capacité ou de force pour affronter le futur, quoi, ou le présent. Bien sûr, la résilience, moi, je l'ai puisée beaucoup dans le courage, je crois, de mes parents. Quand je suis née, j'ai une petite sœur qui mourait d'une malformation cardiaque. C'était mon premier contact avec la mort. J'avais 18 mois quand elle est partie et j'ai vu comment mes parents, c'était une épreuve extrêmement indescriptible. Hein? J'allais dire pénible, mais la plus grande épreuve de leur vie, oui. C'est ce qu'on a dit souvent, cette petite blonde aux yeux bleus est partie parce que sa petite boule de chair au cœur, quand on est tenté de la sauver sur le lit de l'hôpital, son cœur a arrêté de battre. On a enlevé la petite boule, tout. Donc, j'ai pu voir le courage qu'ils ont eu à travers aussi une deuxième sœur qui, à l'âge de 21 ans, on apprend subitement qu'elle a une leucémie myéloïde aiguë. J'ai 9 ans. Alors, j'ai vu aussi
du haut des escaliers. Quand j'ai appris à ce moment-là qu'elle était partie, il était 1 heure du matin, je me souviens encore, j'avais 9 ans, tous mes frères et sœurs en bas, les parents étaient à l'hôpital. Ah, Marielle est décédée. Ah, elle est partie. Donc, je pense que mon premier effondrement véritable a été là, j'étais du haut de l'escalier, puis je regardais en bas, puis le temps venait comme de tout s'arrêter. Donc, probablement que je revivais des mémoires, mais je voyais encore là toute la maladie. Il y a eu beaucoup d'épreuves chez moi. Donc, ce courage que j'ai vu de mes parents de rebondir et de créer une famille où j'étais la 10e de 12 enfants. Créer une famille, créer des vêtements, créer des meubles. Donc, la création a été omniprésente et beaucoup d'entraide et de générosité qu'on offrait aux voisins ou à la famille. Ouais, je pense que tout ce courage a été des graines pour moi, pour ma résilience à moi que je me suis fabriquée au début, parce que je dirais que je voulais être forte. Je suis plus certaine que c'était de la résilience. Je voulais être forte, puis je voulais paraître bien forte, puis bien bonne aussi. Tu sais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le piège, entre guillemets, c'est de dire je suis forte, en fait. Et de confondre finalement la résilience, c'est-à-dire la résilience, à mon sens, c'est à la fois j'accueille ce qui se passe pour moi, c'est-à-dire en termes au niveau des émotions, au niveau de ce que ça me fait vivre, j'entends, je l'accueille et c'est OK parce que ça doit être vécu. Mais une fois que c'est vécu, c'est je grandis de ça aussi. Et je me transforme moi pour pouvoir, parce que j'apprends à travers ça, à la fois j'apprends qui je suis, je prends conscience effectivement, émotionnellement aussi de ce que je traverse, je prends conscience aussi des ressources que j'ai, parce qu'on est obligé d'aller chercher des ressources à ce moment-là pour pouvoir faire face à cette situation, en termes d'adaptation, en termes de soutien aussi qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Et en même temps, on peut aussi basculer dans je suis résiliente parce que je suis fort. Mais là, c'est carrément je ferme la porte finalement parce que je veux pas souffrir. Et je ferme la porte aux émotions et j'avance. Mais finalement, la résilience, elle est pas faite et le processus, il est pas fait correctement. Et c'est là où il y a un piège. Parce que le corps, à un moment donné, il nous ramène, lui, à « Eh oh, t'as pas oublié un truc ?» Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je me suis piégée beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ça. Beaucoup. Je voulais vraiment être forte. Puis je voulais vraiment être invincible. Et, tu sais, et c'est ce qui causait mes vertiges aussi. Hein, tu sais, c'est ça. Puis être vraiment parfaite dans tout. Hein, je me rappelle. Famille, couple, conjointe, femme d'affaires, compréhensible, bonne employeur, bonne mère de famille. Mais en là. Je pense que je ne les ai pas tout dit encore, je ne les ai pas tout nommé. Le beau cadeau que je me suis fait, je pense, où la résilience a pris carrément, littéralement, un autre visage. C'était dans ma quarantaine, où je me suis autorisée à passer de la tête au cœur. Le passage de la tête au cœur s'est fait là, mais avant qu'elle s'incarne dans le muscle, dans le corps. Parce que tu sais, la connaissance n'est utile que si elle est inscrite dans le muscle. Alors, ça ne s'est pas fait dans un cliquement de doigts. Ce passage, ça a été quand j'ai commencé ma formation en coaching, je crois. Ouais. La générosité, c'est une chose, mais travailler avec le cœur, j'ai vu que c'est l'autre chose. Donc, quand j'ai débuté ma formation, ça fait déjà presque 16 ans que je coach, donc 18 ans, c'était bien des années plus tard encore où je me suis rendu compte que je dirigeais ma vie et je posais mes actions uniquement en fonction de mon cœur. Ça a pris plusieurs années, Swazik. Ça se fait pas comme ça. Une femme qui a toujours marché avec sa tête, et on va dire avec son yang, hein, parce que c'est le yang qui fonctionne, hein, quand on regarde dans le yin et le yang. Moi, j'étais vraiment très yang. Et c'est quoi la peur, justement? Selon toi, justement, c'est intéressant d'avoir ta vision de ça, en ayant traversé ça, en l'ayant vécu. Qu'est-ce qui nous empêche justement de nous connecter à ce cœur? Pourquoi ce mental, il prend toute la place la plupart du temps et il nous amène en fait dans ces situations? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas finalement donner cette place à notre cœur?
C'est intéressant, hein, puis je pense que ça va être c'est vraiment intéressant de parler de ça. Première chose, à mon point de vue, à moi, c'est que on veut vraiment plaire beaucoup. On veut vraiment rester dans un modèle où on veut montrer qu'on sait. Et le cœur, c'est l'être. À vouloir être dans les concepts, dans la connaissance, à vouloir démontrer notre savoir, on n'est pas au niveau du cœur. Donc, moi, c'est important de montrer que je savais. Il y a une part de moi qui dit ça aujourd'hui, OK? Je me regarde à distance. Parce que je suis une curieuse, puis je suis toujours en train d'apprendre, puis de faire des formations, donc c'est important. Mais il y a plusieurs années, là, j'ai fait un switch incroyable à devenir dans l'être par la force des choses. Parce que quand tu as mal, puis que tes épreuves te font mal, tu deviens beaucoup plus humble. Et lorsque tu vas dans l'humilité, on se dit pas on peut pas se dire qu'on est humble. Je vais dans l'humilité pratiquer l'humilité. Moi, c'est pas moi qui peux dire que je suis humble, mais je pratique l'humilité. Je peux savoir que, et c'était de voir mon imperfection, mais mon cœur qui me disait, t'es parfaite, Martine, c'est OK. C'était ça, Martine, l'expérience que tu avais à vivre pour être où tu es. Et ce que j'aime aujourd'hui, au moment où je te parle aujourd'hui, c'est de voir qu'encore les expériences que je vis, où je me dis, oh mon Dieu, t'as fait ça, toi, Martine? Oh, tu sais, je regarde avec le recul. Oui, mais observe ce que tu es en train d'apprendre et ce que tu es en train d'apprivoiser comme connaissance qui fait plus de l'ordre du savoir, mais d'une connaissance qui s'incarne dans le muscle, et que ton cœur, lui, sait. Ah, le cœur sait. C'est totalement différent. Et est-ce que, parce que à mon sens, le mental préserve aussi de cette peur aussi, comme tu dis, alors il y a des peurs de plein de choses, du jugement, peur d'être rejeté, peur de l'échec, peur de plein de choses, puis peur de souffrir. Est-ce que tu crois que justement le mental, souvent on l'utilise parce qu'on a peur, en montrant notre cœur, on a peur de souffrir plus en fait? Absolument. En fait, c'est que c'est une souffrance qu'on s'inflige à pas vouloir se montrer tel que l'on est. On refuse notre identité. Puis au fond, c'est qu'on n'aime pas la personne. En fait, si on aimait la personne, si on aimait véritablement la personne que nous sommes, on prendrait pas de temps et d'énergie à la cacher. On veut toujours comme cacher une part de nous-mêmes. On veut toujours pas qu'elle soit vue, cette part-là. Et à partir du moment où tu acceptes d'être vu tel que tu es, wow! Tu sais, et c'est ce que je vois avec tous mes clients, sans exception. Tu sais, qu'être coach, qui n'a pas fait le passage de ça, de la tête au cœur, et aller voir son intention profonde et qu'est-ce qui est à sa source de connaissances, mais qui est dans son moi authentique, dans son self, je ne sais pas comment un coach peut accompagner des leaders aujourd'hui qui ont besoin tellement d'aller là. J'aime ce regard qu'on porte aujourd'hui à distance de ce qui m'a amené à où je suis aujourd'hui, mais j'aime aussi ce qu'on parle ensemble là, en ce moment, notre entretien, qui me dit, mais c'est incroyable encore tout ce qui me reste à découvrir. Parce que on n'est jamais arrivé, on est toujours en chemin de quelque part, mais je suis pas arrivée. Je sais que je suis pas arrivée. Mais je suis en phase, par contre, avec moi. Je suis en harmonie avec moi. Ça, oui. Ça, j'y suis. Ça, je le sais. Qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai vraiment envie que tu puisses peut-être transmettre ce message-là parce que je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est cette fameuse notion où finalement, quand on est enfant, quand on est NAIT, en fait, on est plein, entier, voilà, totalement nous. Et puis, au fur et à mesure où on grandit et où on a ces fameuses injonctions, fais ci, fais pas ça, etc., on distingue en fait en nous à la fois une part dont on est fier parce que quand on agit comme ça, on nous renvoie quelque chose de positif, et une part dont on a honte parce que quand on agit de cette manière-là, on a l'impression qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Et en fait, on passe notre vie à essayer de planquer cette partie honteuse et à montrer cette partie de fierté. Mais plus on est là-dedans et plus on s'éloigne de notre authenticité. Donc effectivement, c'est comme tu dis, accueillir cette part d'ombre, en fait, cette part dont on a honte et dire, c'est pleinement moi aussi, quoi. Et j'ai envie justement, donc moi je suis complètement comme toi, c'est ça que j'accompagne les personnes à faire, à comprendre qu'en fait elles sont uniques et que même dans l'ombre a
a un intérêt, a des choses à dire aussi. Elle a son rôle à jouer aussi. Et c'est essentiel d'en être conscient et donc d'aimer cette part-là. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire justement à ces personnes qui nous regardent et qui ont du mal avec ça, à se réconcilier justement avec leur partie honteuse, entre guillemets, et qui ont peur peut-être d'aller juste aller dans le cœur, d'aller dans l'amour de qui elles sont. Qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre ou de leur donner comme peut-être comme clé pour pouvoir avancer? Ben, écoute, c'est intéressant. D'une part, c'est de prendre cette partie de soi qu'on a construit comme étant honteuse, hein, parce que finalement, c'est un construit, hein, c'est une idée qu'on se fait, et de la sortir de soi pour de la regarder à distance. Première chose, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si elle avait des mots pour me parler, cette image-là, qu'est-ce qu'elle me dirait? Hein? Comment elle s'appelle, cette honte-là? Quel nom elle porte? Bon, ça, c'est intéressant parce que, elle porte le nom, OK, de l'injustice. Tu sais, peu importe, en tout cas. Tu la regardes et tu l'observes. Et tout à coup, tu fais rien, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes à ce moment-là. Il y a quelque chose tu vas avoir cédé de la place à l'intérieur de toi puisque c'est à distance. Ensuite, c'est de remercier cette part d'ombre qui vient de côtoyer ta lumière, qui vient de te dire, voilà, quel bel apprentissage. De remercier, de l'honorer et je dirais de sourire à ce qui a été, mais qui fait que ça s'est transformé maintenant. Ensuite, ben, si je reprends cette idée de sortir à l'intérieur de soi, de le regarder, de prendre de la distance, de l'apprécier, de le remercier, c'est de rentrer en contact avec son intimité profonde et de dire wow, quelle personne je suis en train d'advenir. J'aime donc la personne que je suis en train de devenir et d'advenir. Wow! Là, c'est de rentrer dans le calme, la tranquillité absolue. Parce que dans le calme et la tranquillité absolue, tu vas pénétrer d'autres zones que ce que tu venais de voir à l'extérieur, que ce que tu viens de voir à l'extérieur de toi, et qui te connectent à la connaissance suprême. Brian Arthur disait ce n'est pas une question de comprendre les choses dans la vie, c'est une question de connaître. Très différent. Si vous sortez de l'idée de vouloir toujours tout comprendre, votre tête va lâcher parce que la connaissance, connaître, c'est au niveau du corps, du ressenti et du cœur. Alors, je dirais qu'à un moment où je te parle, je pénètre presque cet espace de contemplation où vous faites partie, là, tout à coup, d'un moment de ma grande intimité. Que même, je vous parle de quelque chose que mes filles ne savent pas au moment où je vous parle. Parce que je suis chez moi. Tu m'amènes dans quelque chose de très, très feutré. Soisique de parce que tu es. Ça aussi, ça fait la différence. La personne avec qui on est accompagné pour aller là où tu croyais qu'il était impossible d'aller. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est Costra Gavra, comment il s'appelait, je pense que je fais peut-être erreur en nommant, mais il disait va là où il est impossible d'aller. C'est à ça qu'on est convié comme être humain. C'est d'aller là où il est impossible. On croit que c'est impossible d'aller. Mais ça, il faut abandonner toutes nos structures, nos paradigmes, nos modes de pensée, nos schémas mentaux, nos modèles mentaux. Parce que en dessous il y a 10% de nos trucs qui sont observables hein, dans nos comportements, mais 90%, si on descend, la structure, hein, tous les paradigmes, nos modèles mentaux, nos modèles de pensée, nos schèmes de pensée, et en dessous, l'eau est pure. Très pure. Elle est claire, 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 claire. Il y a juste là tout cet espace pour
prendre la source, connecter à la source. Et pour connecter à sa source dans cette eau pure, c'est vraiment d'être totalement, totalement soi. Au moment où on se parle, là, mais s'en autoriser beaucoup, beaucoup, beaucoup seul avec soi. Donc, c'est ça la réponse. Je vous disais, moi, ça fait partie de mon ascèse depuis très longtemps. Je vous ai fait presque une démonstration de ce que je fais quand il m'arrive quelque chose et que je veux pas comprendre, connaître une autre part de moi. Mais améliorer, polir, peaufiner. Mais on est parfait comme on est, hein? Ouais. Je suis plus dans je suis parfaite dans mon imperfection maintenant, là. Complètement. Mais moi, j'aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça me parle énormément ce que tu dis quand tu évoques le fait d'arrêter de comprendre, en fait. Moi, je vois effectivement des gens que j'accompagne. Moi, j'ai été longtemps là-dedans. J'avais besoin de comprendre tout le temps. Et donc, pour comprendre, déjà, on n'utilise pas le cœur, on utilise le mental. On crée des scénarios, on imagine des choses qui n'existent pas. Et en fait, on se pourrit la vie. Et effectivement, accepter de ne plus comprendre, c'est juste accueillir. Et comme tu dis, d'un coup, c'est juste dire, c'est là, quoi. Ok, c'est là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est fermer la porte à quelque chose, parce que c'est vrai qu'on essaye souvent de comprendre des choses qui sont passées. Pourquoi c'était ça? Pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi il s'est passé ça? Etc. etc. Mais une fois que on ferme la porte à ça, on peut décider effectivement d'en ouvrir de nouvelles et là d'aller dans une direction et de façon beaucoup plus légère, quoi. Donc, merci énormément pour cet apport parce que je trouve que c'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental. Martine, est-ce que tu as autre chose que tu aimerais ajouter avant qu'on se quitte? Est-ce que tu aimerais laisser... Moi, je resterai avec toi des heures, j'adore t'entendre parler. Je trouve que tu as une voix et un charisme. On a envie vraiment de t'écouter, nous transmettre tout ça. Tu parles tellement justement de ça, on sent que c'est tellement intériorisé, que tu incarnes tellement tout ce que tu dis. Qu'est-ce que tu aurais envie peut-être de livrer comme message à des gens qui aujourd'hui sont dans cette perte de boussole, que ça soit par rapport à la résilience, par rapport à l'image qu'on se construit, au mental? Qu'est-ce que tu aurais aimé laisser? Peut-être une petite citation ici qui dit que ce qui compte, c'est l'endroit d'où tu pars à l'intérieur de toi. Si tu vas à l'intérieur de toi, à cette rencontre de toi avec toi, il est certain que ta rencontre de toi avec l'autre et de toi avec ton environnement, il est certain que ça va changer quelque chose de radical. Si tu crois que changer le monde, te changer toi-même, commence par une transformation personnelle, tu es déjà sur la bonne voie. Il faut jamais oublier que les conséquences de nos actes. J'étais petite, très petite, sur ma grosse roche dont je t'ai parlé, à mes 9 ans, où ma sœur mourait de la leucémie, où j'ai vécu un événement aussi très traumatisant. Et c'est... il y a quelque chose qui nous est prédestiné. Puis on a eu le message une fois dans sa vie, ou deux, mais on ne l'a pas eu souvent. Il faut rester alerte, éveillé à quelque chose de plus grand que nous. Et pour ça, il faut entrer dans la tranquillité, le calme. Il faut s'arrêter. Je dis il faut, parce que ça a l'air de mettre des obligations, mais je dirais développer ce goût, cet intérêt de mieux vous connaître, puisque c'est ça qui va vous donner la plus grande clé pour être, avec les autres et avec vous-même. C'est pas, oui, on aime ça apprendre, puis les livres, c'est intéressant et tout ça, mais il faut pas qu'on prenne ça comme étant une béquille. Ça doit être un moment où on puisse aller puiser des choses qui vont faire que notre coffre à outils ou notre trousseau de clés, si tu veux, pour reprendre pied sur
sur quoi que ce soit dans sa vie, ça reste toujours l'idée de c'est quoi mes valeurs? C'est quoi? Qu'est-ce qui importe vraiment, mais vraiment mes yeux? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi à ce moment-ci de ma vie? Et moi, je pense toujours aux actions que je vais poser, aux pensées que je laisse aller ou que je me ramène dans une conscience. Des fois, c'est un peu zélé, mon affaire, par exemple. Tu sais. Si on prend soin de mettre de l'écologie dans nos pensées, dans nos façons de faire, d'être et d'agir, puis que la résilience ne devienne pas non plus une obligation d'être résilient. Mm. Je pense que j'ai fait de ça, moi, une obligation d'être résiliente, d'être courageuse aussi. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, je suis plus en mode désintéressé de plein de choses pour rester dans goûter le moment qui se passe. Ce serait de lâcher l'attente finalement. Oui, lâcher les attentes, ça c'est certain. Cueillir le jour. Cueillir le jour, cueillir le moment pour tout simplement se préparer à son prochain bond. Bon, on vit à vouloir tellement quelque chose que notre grand vouloir est éteint par nos petits vouloirs de nos instincts, de nos addictions. On en a tous, hein, de ce travail de faire le fameux cerveau reptilien. Alors que le grand vouloir se tient à la lisière, lui là-bas, et à la lisière là-bas, ce grand vouloir, c'est quelque chose que tu n'as pas à décider, qui t'attend. Il n'en a plus de décision à prendre. Le grand vouloir est là, il t'attend, lui, à la lisière, et il te dit, viens vers moi, j'ai quelque chose à te faire vivre, j'ai quelque chose à t'offrir. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de décision à prendre, il n'y a plus de questions à se poser. La vie nous envoie que des révélations. Quand je t'entends, j'ai l'impression d'être, tu sais, dans un canoë sur une rivière au Québec et que, en fait, il n'y a plus qu'à se laisser couler, en fait, emmener dans la rivière et que c'est la rivière finalement qui nous guide vers là où on doit aller. Ça me donne, j'ai cette image-là qui me vient. Enfin, en tout cas, moi, je rêverais de faire du kayak ou du canoë avec toi au Québec, un de ces quatre. Et j'ai eu la chance d'aller au Québec et c'est vrai que j'en ai un souvenir extrêmement joyeux et j'ai un bel ancrage positif en tout cas. Merci Martine infiniment de ton temps, de nous avoir partagé tout ça. Ça a été un vrai bonheur. J'ai senti plein de vibrations entre nous. Je sais pas si tu as senti aussi, mais c'est vrai que j'ai senti tout ce que tu vibres. Tu vibres. Il faudra voir quand on va réécouter tout ça, là, mais je sens que je me suis laissée aller dans le courant, effectivement. Et bienvenue au Québec, puisque des rivières, des lacs, et nous en avons, le fleuve et tout. Et c'est vrai que c'est vraiment fabuleux de faire une bonne randonnée de kayak sur nos eaux aussi. Merci, Swazik. Écoute, ce sera notre prochain rendez-vous, j'espère. Oui, merci. Alors, Les Spéléos, c'était donc l'interview avec Martine Beaulieu. Martine, une dernière chose, tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux nous parler justement comment est-ce qu'on te contacte, comment est-ce qu'on apprend à te découvrir plus? Ah, bon, d'accord. Écoute, l'art et la pratique du coaching professionnel, coécrit avec 14 master coachs à travers 5 pays. En fait, c'est sur Amazon.fr. Notre éditeur, il est en France, les éditions Valeurs d'avenir. Et au Québec, ben là, vous avez sur le LinkedIn, vous pouvez trouver ou ma page Facebook professionnelle d'émergence leadership parce que j'ai fondé cette firme, moi, il y a quelques années. Assez facile à trouver parce que je suis assez facile à trouver, effectivement, parce que je publie de petits posts de temps en temps et j'aime beaucoup écrire. Alors, si vous allez sur mon site internet www.emergenceleadership.com, j'ai beaucoup de petits billets que j'écris de façon assez instinctive, mais qui semblent plaire. Donc, oui, puis avec une Atera aussi, une nouvelle alliance, une nouvelle belle accointance où j'ai été connue, Swazik, hein, finalement, depuis quelques mois, où, ben, c'est ça. Donc, ce qui me caractérise, c'est beaucoup la philanthropie aussi.
Alors, donner pour une cause plus grande que soi et contribuer, mais avec d'autres personnes. Donc, mon plaisir pour moi, il est davantage maintenant de faire avec les autres, d'être relié. Et ça, c'est très, très, très important pour moi. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent, des conférences aussi Briller et inspirer que je vais offrir aussi bientôt. Je l'ai fait l'an passé. En fait, tout ça pour être dans son essence, quoi, puis d'offrir vraiment ce qui est le meilleur de soi tout le temps, le plus possible. Les spéléos, n'hésitez pas à aller visiter le site de Martine. Vous allez la découvrir effectivement sur unatera.fr également. Et puis, ruez-vous sur son livre, surtout si vous êtes effectivement coach vous-même, vous avez envie, en tout cas, d'en savoir plus sur ce métier. Les spéléos, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette interview, commentez, partagez-la autour de vous à quelqu'un que ça peut aider, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à télécharger aussi mon cahier d'exercice J'ai perdu ma boussole, qui est toujours en téléchargement gratuit et au sein duquel vous allez trouver 4 étapes fondamentales pour vous aider à retrouver le cap de votre vie. Je vous dis à très vite les spéléos. Ciao.